est offert par la Fondation Babazivé. Et c'est parti avec cette nouvelle édition de 19h sur Magloire Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Et nous démarrons juste avec le sommaire. Au sommaire de cette édition du journal, devant des investisseurs américains, Louis Watum Kabamba a présenté le rôle stratégique que jouent les minerais critiques que regorge la RDC, tout en les invitant à renforcer les partenariats avec la République démocratique du Congo. C'était lors de la 8e édition de l'US Africa Business Week, une table ronde consacrée au commerce et aux minerais critiques US Africa. Et puis, durant son séjour au Congo central, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a inspecté lundi 29 septembre 2025 le chantier du port en eau profonde de Banana à Mwanda, un projet stratégique pour la RDC dont la fin des travaux est prévue d'ici fin 2026. Au sommaire encore, en séjour à Marrakech, au Royaume du Maroc, Dieudonné Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle de la RDC, a pris part à une table ronde scientifique placée sous le thème « Défi des réformes constitutionnelles en Afrique ». Vous aurez les détails dans ce journal. Et enfin, célébration de la journée mondiale des sourds et de la surdité dans la dernière semaine ou dernier samedi du mois de septembre qui tombe ce mardi 29. Les causes de cette maladie vous seront données au cours de ce journal qui commence tout de suite et maintenant. Bienvenue à vous. Et voilà, au cours de ce journal, il s'agira également de l'actualité en dehors de nos frontières, mais aussi l'invité du journal. Mais bien avant d'y arriver, nous allons parler sport. Et donc, Bovin Kazadi nous a rejoint, comme vous pouvez le constater. Bonsoir et bienvenue à toi dans ce journal. Merci beaucoup, Yves Bogoli. Alors, les cheminots en déplacement. Effectivement, le cheminot d'FC Zintola de Popo se sont déplacés depuis lundi dernier vers Benghazi pour Benghazi, la ville qui va abriter la rencontre du deuxième tour, donc du match retour du premier tour des éliminatoires de la phase préliminaire de la Coupe de la Ligue des Champions, voulait dire de la C1CAF face à El Merreikh du Soudan, après avoir réalisé un service minimum ici chez nous au stade Kibasa Maliba de la commune à Kenya. Bovin Kazadi, je serai avec vous au moment opportun, mesdames et messieurs. Ce journal va commencer, mais encore une fois, laissez-moi vous dire bonsoir et bienvenue sur les antennes de Magloire Télévision. En déplacement aux États-Unis, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a réaffirmé la volonté de la République démocratique du Congo de passer de l'exploitation brute à la transformation locale des minerais. Un message particulier adressé aux investisseurs américains dans le but de renforcer la chaîne de valeur minière, créer de l'emploi local et accroître les retombées économiques pour le pays. On en sait plus dans ce reportage. New York. La République démocratique du Congo s'est imposée sur la scène internationale en marge de la 80e Assemblée générale du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a défendu la vision d'un Congo qui ne veut plus seulement exporter ses minerais, mais les transformer localement pour créer de l'emploi et une réelle valeur ajoutée. Organisé en partenariat avec le Business Council for International Understanding, qui est une plateforme américaine de référence qui a réuni cette année chefs d'État, ministres de premier rang. La rencontre a mobilisé des investisseurs représentant plus de 500 milliards de dollars américains. Des géants comme Glencore, Citi ou la Banque africaine de développement ont manifesté leur intérêt pour accompagner la transformation locale et la traçabilité en RDC. Les prochaines étapes sont claires, finalisées avec le BCIU, avec la mise en place
de l'outil numérique de gestion et de suivi des partenariats, préparer des protocoles d'accords ciblés et organiser à Kinshasa une session de suivi pour traduire ces engagements en actions concrètes. Le message est clair, le Congo n'est plus spectateur, il devient acteur central d'un nouvel ordre énergétique et industriel mondial. Et toujours dans le cadre de collaboration avec d'autres pays, la table ronde sur les réformes constitutionnelles en Afrique, le président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, Dieudonné Kamuleta, a partagé une lecture mêlant pratique institutionnelle et rigueur juridique, une contribution saluée à juste titre par ses pairs pour sa profondeur et sa pertinence. Suivez. En séjour à Marrakech, au Royaume du Maroc, Dieudonné Kamuleta Badibanga, président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, a pris part à une table ronde scientifique placée sous le thème « Défi des réformes constitutionnelles en Afrique ». Invité en sa double qualité de scientifique et de praticien du droit, il est intervenu sur le sous-thème « L'œuvre du juge constitutionnel africain dans la garantie de la suprématie de la Constitution et dans la préservation de la paix socio-institutionnelle en Afrique ». À ses côtés ont également pris parole des personnalités académiques et politiques marocaines, notamment la professeure Fatima Harib, présidente de l'Institut international pour la transition durable en Afrique, Yasser Al-Yakoubi, acteur politique et membre de la Chambre de commerce, industrie et des services Marrakech Safi. Cette rencontre organisée par la Grande École de commerce GEC Marrakech, en partenariat avec l'Institut Polytechnique de Marrakech, IPM Afrique, a été l'occasion d'un riche échange sur les enjeux constitutionnels contemporains. À l'issue des travaux, l'AGEC Marrakech a décerné au président Dieudonné Kamuleta Badibanga le titre de docteur honoris causa. Selon les organisateurs, cette distinction lui est attribuée pour son engagement en faveur d'une justice indépendante, impartiale et respectueuse des textes fondamentaux, ainsi que pour sa stature institutionnelle qui font de lui un modèle d'intégrité et de rigueur pour les jeunes générations et les professionnels du droit à l'échelle continentale. Toujours en diplomatie, à l'occasion du 50e anniversaire de son indépendance, la République d'Angola a décerné une médaille d'honneur posthume à Étienne Tshisekedi Mulumba, figure politique et emblématique de la démocratie congolaise, un geste fort du président João Lourenço qui salue l'engagement et l'héritage politique d'un homme dont l'influence a marqué l'histoire de la sous-région. Reportage. Tonnerre d'applaudissements pour saluer une carrière politique marquée par l'engagement pour la démocratie mais aussi pour la solidarité africaine. Poignée de main appuyée entre le président angolais et Jean-Claude Tshisekedi. Étienne Tshisekedi Mulumba s'est vu décerner cette médaille de mérite, la plus haute distinction en Angola, par le président angolais João Lourenço. Médaille à titre posthume reçue par le frère aîné du chef de l'État, Jean-Claude Tshisekedi, qui a eu des mots justes pour rappeler la philosophie politique qui a guidé son défunt père d'heureuse mémoire. Il a fait jouer la solidarité africaine. Et donc, de ce côté-là, c'est une dimension que je ne connaissais pas. Je suis très fier de lui, évidemment. Et fier que les autorités angolaises lui aient accordé ce prix. C'est aussi quelque part aussi pour le Congo. Je veux dire, le fait que la solidarité puisse jouer entre nous, on en a besoin vraiment actuellement sur le continent africain, que tous les Africains se serrent les coudes pour avancer tous en avant, en bloc. Donc ça vient raffermir les liens entre la RDC et l'Angola. Voilà, c'est ça. Il faudrait que les Congolais sachent que Étienne Tshisekedi n'était pas seulement le père de notre démocratie, avec ses compagnons de l'UDPS bien évidemment, et qu'entre autres, il a joué aussi son rôle dans le renforcement de la solidarité africaine, particulièrement de l'amitié entre le Congo et l'Angola. Les 50 ans de l'indépendance de l'Angola étaient donc ces moments de récompense des personnalités qui ont marqué la marche de ces pays vers l'indépendance et le développement. Certaines l'ont reçu
à titre posthume et d'autres vivants. Et Etienne Tshisekedi avait fait montre de sa solidarité et son sens élevé du panafricanisme. De quoi exhiber fièrement ses mérites qui va au-delà des liens séculaires entre les deux peuples. Isabelle Kibasa-Maliba Tshisekedi et Jean-Claude Tshisekedi en sont fiers. Le demi-siècle de l'Angola, en tant qu'État indépendant, pose les jalons pour valoriser les efforts du passé en construisant un avenir meilleur. Revenons à présent ici en République démocratique du Congo en mission d'itinérance à Mwanda. Nous sommes là au Congo central. La chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a inspecté le chantier stratégique du port en eau profonde de Banana, a lancé la dynamique pour accélérer les travaux et appeler à une mobilisation nationale autour de ce projet transformateur. Reportage. Dans une ambiance de ferveur populaire, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a entamé la deuxième phase de son itinérance dans le Congo central par une visite hautement symbolique dans les territoires de Mwanda. Arrivée en fin de matinée, la chef du gouvernement a été accueillie par une foule en liesse. Acclamée par des milliers d'habitants, elle a été saluée comme la fille du territoire, surnommée affectueusement Landona, en référence à ses racines locales et à son engagement. La visite s'est poursuivie sur le site du futur port en eau profonde où la société émirati DP World mène les travaux. Accompagnée des techniciens et des responsables du projet, Judith Suminwa Tuluka a inspecté l'état d'avancement du chantier. Elle a également visité la base navale en voie de délocalisation et a pris connaissance des enjeux liés à l'embouchure du fleuve Congo et à la lutte contre l'érosion côtière. Destiné à accueillir les navires de gros tonnage, le port de Banana sera le premier port en eau profonde de la RDC. Il permettra au pays de s'affranchir de ports étrangers pour ses importations et exportations et deviendra un axe logistique majeur pour les minerais. Et comme annoncé dans le sommaire, commémoration chaque 30 septembre de l'année de la Journée mondiale des sourds, un moment propice pour sensibiliser la population à la reconnaissance de la culture sourde et de la langue des signes. Cette catégorie des personnes vivant une sorte de négligence et de l'inattention de la part de leur entourage, raison de plus pour s'inquiéter et mettre en place les sourds dans la société. Suivez ce commentaire de Leroy Mwamba pour plus de détails. La journée mondiale des sourds et de la surdité est commémorée chaque 30 septembre sur recommandation de la Fédération mondiale des sourds à toutes les associations de 123 pays membres affiliés. À travers la planète Terre, ce handicap est estimé à 1,5 milliard de personnes sourdes et malentendantes avec environ un nouveau-né sur 1000 nés sourds chaque année. Sous d'autres cieux, à en croire les hommes de santé, cette anomalie serait causée par divers aspects qui peuvent être liés aux maladies, à des facteurs génétiques ou des complications durant la grossesse qui pourront mener à une perte auditive légère ou profonde, où l'implication de l'entourage s'avère capitale pour offrir à ces genres de personnes une chance de vivre et de se sentir proches de siens. Ailleurs, comme en République démocratique du Congo, ceux qui souffrent de la surdité à n'importe quel niveau sont victimes de plusieurs maux. C'est notamment la discrimination, l'exclusion sociale, les difficultés à accéder à une éducation meilleure. Cette date du 30 septembre ou du dernier samedi du mois de septembre marque tout son sens à sensibiliser le public à cette maladie et promouvoir le droit de personnes sourdes à travers le monde. Ainsi, partant de cette journée, tout le monde devrait posséder des notions sur la langue des signes pour continuer à communiquer avec les sourds à tous les niveaux de la vie sociale. Voilà, on va parler autre chose. Bovin Kazadi, rebonsoir et encore une fois, bienvenue à toi à ce journal.
Merci beaucoup. Encore, il fallait payer ça. Je suis à vous juste après cette transition. Voilà, Bovin, on va commencer par cette actualité. Les cheminots du FC Saint-Éloi Loupopo se sont déplacés le lundi 29 septembre 2025 à Benghazi, en Libye, pour jouer la manche retour face à El Merreikh du Soudan. Exactement, oui, Vidé Mokoli. La formation du FC Saint-Éloi Loupopo s'est déplacée le lundi 29 septembre 2025 à Benghazi, précisément en Libye, cette ville qui accueillera la rencontre retour du premier tour du préliminaire de la Ligue des champions africaine entre Loupopo sera reçu par la formation de El Merreikh du Soudan. Alors El Merreikh du Soudan, c'est l'équipe qui a déjà bergé donc à son QG du côté de la Libye pour jouer toutes ces rencontres de la Ligue des champions africaine. Et déjà là, Loupopo s'est déplacé le lundi. Pour plus de précisions, c'est dans ses commentaires. Après leur service minimum de 1-0 réalisé face au Soudanais de El Merreikh, le cheminot d'FC Saint-Éloi Loupopo ont quitté les sols congolais depuis l'aéroport international de la Loano à 14h passé de quelques minutes le lundi 29 septembre 2025 pour la Libye, précisément à Benghazi. Cette équipe louchoise s'est déplacée avec une délégation de 40 personnes, dont 21 joueurs. Loupopo fera 2 escales après l'Éthiopie, c'est l'Istanbul en Turquie, avant de chuter en Libye, afin d'être accueilli par les Saints et Or de El Merreikh dans une affiche comptant pour la manche retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. C'est avec détermination déjà visible à l'aéroport de Lalano par le chant des motivations des Banadouala que les hommes de Guy Bokassa se sont lancés à nouveau dans une mission commando, cette fois-là à Benghazi. Voilà, Bovin, à présent, en dehors de nos frontières nationales, la FIFA vient de frapper fort l'Afrique du Sud aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 suite à une bourde commise par cette fédération sud-africaine. Exactement, c'est triste, et c'est triste encore de voir en tout cas la République sud-africaine arrive en tout cas à écoper cette sanction donc du côté de la FIFA. Et déjà là, l'assistance de la sanction a infligé à l'Afrique du Sud a été donc sanctionné par la FIFA le lundi 29 septembre 2025 à marge 2 éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face au Lesotho. Et bien, une défaite écopée sur tapis vert suite à l'alignement des Tobeo Mokoena, les joueurs des Mamelodi Sundowns qui jouaient, les joueurs n'étaient pas du tout éligibles pour jouer cette rencontre. Et déjà là, donc, ce comportement a permis à la FIFA d'infliger un forfait à la formation, soit à la sélection sud-africaine pour cette rencontre et surtout dans les comptes 2 éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les précisions dans ses commentaires. C'est un vrai coup de fouet que l'instance fêtière du football mondial vient de frapper la fédération sud-africaine, précisément à son équipe nationale. Une triste nouvelle est à Paris, mais qui tombe bien à l'avantage du Bénin et qui profite de cette occasion. Suite à une plainte introduite par les Lesotho lors de leur affiche en mars dernier, dans un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, dont l'Afrique du Sud l'avait emporté par un score de 3-0. Ce score avait permis au Bafana Bafana d'occuper la tête du groupe C au détriment du Nigeria, le Bénin, le Rwanda, les Lesotho ainsi que les Zimbabwe. Mais le verdict de cette affiche a été déclaré perdu sur tapis vert, soit par forfait. À cause de l'alignement du joueur Teboho Mokoena, les milliers de terrains de 28 ans des Mamelodi Sundowns étaient inéligibles pour jouer cette rencontre. Par conséquent, l'Afrique du Sud vient de perdre les 3 points bénéfiques qui pourraient permettre à cette sélection de bien occuper la première place du groupe C. Donc, les combats restent encore élastiques pour souffrir une place en Coupe du Monde 2026.
Et voilà, Wivine Mogoli, c'est triste pour le Sud-Africain, mais quand même ça qui donne en tout cas la joie du côté des Libériens, parce que le Libéria vend donc les Bénins, ce qui donne en tout cas une joie au Bénin, alors parce que le Béninois vient d'empocher le 3 points et directement ils occupent la tête du classement du groupe C, derrière donc avant la République sud-africaine. Et voilà, c'est par cette note que nous allons boucler cette intervention sportive. Merci Bova, on se retrouve demain soir. Merci. Mesdames et messieurs, on va continuer ce journal, ça sera juste après cette transition. Voilà, vous l'avez compris, nous sommes en dehors de nos frontières nationales. Face à la crise et à des protestations sanglantes, le président Andry Rajoelina du Madagascar a annoncé le limogeage de l'ensemble de son gouvernement, y compris le Premier ministre. Et pendant ce temps, la Guinée se prépare pour les prochaines élections prévues le 28 décembre prochain. Le condensé avec Yvon Timbalanga. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette ronde internationale. Au Madagascar, 22 morts dans les manifestations, le gouvernement limogé. Face à la crise et à des protestations sanglantes, le président Andry Rajoelina a annoncé lundi le limogeage de l'ensemble de son gouvernement, y compris le Premier ministre Christian Taye. Lors d'une allocution télévisée, il a déclaré suivre l'article 54 de la Constitution, précisant que des nouveaux ministres seront nommés dans les prochains jours. Samedi dernier, des milliers de manifestants ont pris la rue pour dénoncer la situation politique et économique du pays. Depuis le début des rassemblements jeudi dernier, au moins 22 personnes ont été tuées selon l'ONU et plus d'une centaine sont blessées. Ces violences, notamment causées par des forces de sécurité, ont aussi fait plusieurs victimes parmi les passants et manifestants. La situation s'est intensifiée avec des casses, des pillages et des arrestations, notamment à Antananarivo. Les protestataires sont sous la bannière de la génération Z, réclament la démission du président, criant Rajoelina dégage. Beaucoup accusent le pouvoir de répression violente. Malgré une tentative de calmer la crise, le chef de l'État s'est engagé à tout changer pour rapprocher le gouvernement des attentes populaires. Pendant ce temps, au Guinée, l'élection présidentielle fixée au 28 décembre. Les Guinéens se préparent à une élection présidentielle importante le 28 décembre prochain. C'est la première depuis l'arrivée au pouvoir du général Mamadi Doumbouya suite à son coup d'État en 2021. L'annonce a été faite samedi dans un décret lu à la télévision d'État. Cela fait suite à la validation par la Cour suprême d'un référendum qui pourrait permettre à Doumbouya de se présenter. Depuis 2021, la Guinée est parmi plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest où l'armée a pris le contrôle, retardant le retour à une démocratie civile normale. Le général Doumbouya, en poste depuis, a accepté en 2022 de lancer une transition démocratique, mais le non-respect de la date butoir fixée au 31 décembre 2024 a provoqué des manifestations de l'opposition, paralysant Conakry. Au début, Doumbouya disait ne pas vouloir se présenter, mais le projet de nouvelle constitution adopté la semaine dernière autorise enfin les membres de la junte à briguer la présidence, prolongeant le mandat de 5 à 7 ans, une période renouvelable 2 fois. Et pour terminer, guerre Israël-Hamas, Trump présente un plan de paix soutenu par Netanyahou. Le président américain Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont approuvé un plan de paix visant à mettre fin immédiatement aux hostilités à Gaza, prévoyant le désarmement du Hamas et une administration internationale provisoire. Le Hamas reste le principal acteur à convaincre pour que l'accord entre en vigueur. Le plan de paix américain détaillé en 20 points propose la fin immédiate des combats à Gaza en échange du désarmement total du Hamas et de l'instauration d'une administration internationale provisoire chargée de superviser la reconstruction de l'enclave palestinienne. Cette administration serait composée de technocrates palestiniens mais placée sous le contrôle d'un Board of Peace présidé par Donald Trump et impliquant l'ancien premier ministre britannique Tony Blair. Tout transfert futur du pouvoir à l'autorité palestinienne serait conditionné à la mise en œuvre des réformes préalables.
Le plan prévoit également la libération de tous les otages détenus par le Hamas dans les 72 heures suivant l'accord, en échange de la remise par Israël des 250 prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité et de 1700 personnes arrêtées depuis le début du conflit. Fin de cette tournée en international. Merci à vous mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, je l'ai annoncé dans les titres, chaque 30 septembre, le monde célèbre la journée mondiale des sourds et des millions de personnes à travers le monde font face à des défis quotidiens liés à la surdité. Cette journée vient rappeler l'importance et l'utilité d'avoir une bonne audition. De ce fait, Dr Ami Abel Amindanga a échangé avec Esther Mbouyi sur les contours de la surdité chez un individu. Il est donc l'invité de ce journal et je vous prie de suivre l'intégralité de leur entretien. Docteur Ami Abel, bonjour. Bonjour. Docteur, aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée de la surdité. Alors, la surdité est-elle innée ou acquise? Bon, la surdité, d'abord, c'est tout simplement la baisse de l'audition. La personne ne sait pas percevoir le son comme le commun des mortels. Et ce problème peut être de perception. La personne ne perçoit pas le son ou carrément de transmission. Les sons n'arrivent pas où ils doivent être traités au niveau du cerveau pour qu'on en saisisse quand même le seuil. Et ça peut toucher l'oreille externe, ça peut toucher l'oreille moyenne, ça peut toucher l'oreille interne. Et cette situation, elle peut être congénitale. L'enfant vit au monde déjà avec un problème d'audition. Ça peut être lié à des malformations qu'on sort. Et dans la majeure, ça peut être acquis d'un accident, d'une maladie infectieuse, d'une maladie tumorale, d'une maladie de système, de troubles de maladies systémiques. Et la personne peut carrément accuser une baisse d'audition, une hypoacousie ou une acousie tout simplement. La personne n'entend rien de suite et la personne elle est dite sourde. Et dans certains cas, la surdité s'accompagne de la mutisée. Là, généralement, c'est acquis. La personne ne parle ni n'entend. Donc, ça dépendra. Il faut aller au cas par cas, aller consulter la médecine générale et si c'est possible, voir les spécialistes l'oreilliste, les spécialistes en otorhinolaryngologie. C'est ce médecin-là qui se spécialise de tout ce qui touche aux oreilles, bien sûr, au nez et puis au larynx. Voilà. Alors, un sourd peut-il jouir de tout le droit, par exemple le droit au travail ou à l'emploi comme tout être humain? Oui, une personne sourde, c'est une personne comme tout le monde, mais elle a un handicap. Cet handicap, c'est au niveau de ses oreilles, un handicap sensoriel qui l'empêche d'interagir avec le commun des mortels. Mais il y a un traitement médical, il y a des infections qui peuvent être à la base de cela, elles sont soignées. Après, c'est un problème d'une masse, de quelque chose, un corps étranger dans l'oreille, on fait la chirurgie, on enlève la masse, ainsi de suite. Ou carrément, ça peut demander un traitement de substitution, un traitement prothétique. On met une prothèse auditive. Et généralement, c'est l'une des solutions qu'on a sous la main. Et la personne peut percevoir les sons comme il le faut. Ça, c'est important de le savoir. Alors, du point de vue de la jouissance de droit, rien de personne sourde juste de ce droit. Mais attention, il ne faut pas l'exposer parce qu'il peut carrément porter atteinte à sa vie. Elle ne peut pas être facilement chauffeur, elle ne peut pas facilement traverser la route si elle n'a pas des prothèses auditives, ainsi de suite. Et autre chose, elle peut contrôler, elle peut agir. De son là, il faut carrément traiter pour lui permettre d'avoir pleinement la chance de toutes ses facultés. Donc c'est au cas par cas, mais elle peut élire et puis donc les droits fondamentaux lui sont reconnus, droit à la vie, droit à la santé, droit à la procréation, elle peut concevoir, mettre au monde un enfant normal ou se marier, faire tout. Mais au besoin, sur le plan professionnel, là, il faudra l'orienter pour lui permettre d'avoir une fille aussi proche de la vie. Docteur Ami Abel, je rappelle ici que vous êtes médecin. Merci d'avoir répondu aux questions de Magloire AG. Merci beaucoup. Ainsi s'achève complètement ce journal de 19h sur Magloire Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de rester en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.
Ce journal vous a été offert par la Fondation Baba Zivé.